Bonjour à toutes et à tous. Merci aux courageux d'avoir poursuivi cette série de capsules. Nous arrivons donc à la dernière. Deux premières ont été consacrées aux généralités sur les insuffisances respiratoires aiguës, l'oxygénothérapie, les réglages de base de la ventilation. Nous allons maintenant aborder un élément indispensable à maîtriser. Il s'agit des paramètres de surveillance. Nous allons débuter par les alarmes dites simples. La première est la FiO2, qui est en fait une alarme intéressante une fois l'état stable de votre patient atteint, qui vous permettra de détecter un dysfonctionnement matériel ou une bouteille vide. Conviendra de la régler en fonction des cibles de votre patient, soit à 94-98% pour les patients sans risque d'hypercapnie oxo-induite ou 88-92% pour les patients à risque d'hypercapnie oxo-induite. La deuxième alarme qui va nous intéresser est le VT qui va détecter un défaut de délivrance du volume vous avez demandé au ventilateur pour une ventilation en volume ou du volume cible en ventilation en pression. De manière schématique, ces alarmes devront être réglées autour de 6 à 8 ml de poids théorique, un peu plus pour la VNI. Une autre alarme qui va être intéressante est l'alarme de fréquence qu'il faudra bien évidemment régler une fois votre patient stabilisé. Elle va détecter grossièrement une majoration des besoins de votre patient, des signes de réveil ou un trigger mal réglé comme nous l'avons déjà abordé dans la précédente vidéo. Une fois votre patient stabilisé en phase initiale, qui aura un borné la fréquence ventilatoire que vous aurez obtenue pour votre malade. Nous allons passer aux choses plus sérieuses en abordant des armes plus complexes mais indispensables pour la sécurité de vos patients. Nous sommes ici en ventilation en volume. Souvenez-vous, la ventilation en volume impose une surveillance des pressions. Il s'agit donc d'alarmes de pression, les pressions de crête et les pressions de plateau. La pression de crête est en fait l'alarme la plus sensible et la moins spécifique de ces deux alarmes. Il s'agira du premier signal que vous aurez en cas de dégradation de votre patient. Le problème avec la pression de crête est qu'elle alertera d'un problème sans vous donner la solution, ce qui pourrait être source d'une certaine forme d'anxiété. Pour clarifier tout cela, nous allons reprendre quelques éléments fondamentaux de mécanique ventilatoire. Les résistances de l'appareil respiratoire sont la somme de deux résistances, la résistance à l'écoulement de l'air et la résistance à l'étirement. Voici un schéma très simplifié de l'appareil respiratoire. La résistance à l'écoulement de l'air dans les voies aériennes est définie par la loi de Poiseuille, dont le rayon est le facteur déterminant. Un bronchospasme va ainsi entraîner une augmentation importante des résistances par la diminution du diamètre des voies aériennes. Pour vous bien identifier ce à quoi correspondent les résistances à l'écoulement de l'air, vous pouvez prendre deux pailles de diamètre différentes. Vous verrez que dans la paille de plus petits rayons, la pression pour pouvoir faire passer un volume d'air équivalent sera bien plus augmentée. Cela correspond en fait à une augmentation des résistances à l'écoulement de l'air plus importante dans la paille de plus petits rayons. Les résistances à l'étirement correspondent en fait à l'élastance de votre appareil. L'élément clé est la compliance de votre système. Retenez bien qu'un poumon compliant est complaisant. Plus la compliance de votre système respiratoire s'augmenter, plus finalement votre ventilation sera facile. Pour bien comprendre ce à quoi correspondent les résistances à l'étirement, vous pouvez prendre deux ballons de baudruche de taille différente. Vous verrez bien que le plus petit sera plus difficile à gonfler initialement. Il s'agira d'une élastance bien plus importante pour le ballon de petit diamètre. Donc retenez bien que les résistances respiratoires sont des résistances à l'écoulement de l'air associées à des résistances à l'étirement. Dans le cadre des résistances à l'écoulement de l'air, le rayon de vos voies aériennes est particulièrement important. Et dans le cadre de l'étirement de votre appareil respiratoire, la compliance est un élément clé. Autre rappel, nous allons parler maintenant de l'équation du mouvement en ventilation mécanique. Voici donc une courbe de pression, ventilation volume. La pression totale ou pression de crête est la somme des pressions résistives et des pressions élastiques. La pression de crête est définie par l'équation du mouvement. Si nous reprenons notre schéma basique, la pression résistive correspond aux voies aériennes supérieures et est définie par les résistances multipliées par le débit que vous allez devoir faire passer. Les pressions élastiques correspondent à l'élasticité du parenchyme et est définie par le volume divisé par la compliance. Ainsi, la pression de crête ou pression totale ou pression de pic est la somme de plusieurs pressions. La première va être P0 qui correspondra en fait à la PEP plus l'autopep de votre malade. Vous pourrez la mesurer en faisant une pause télé-expiratoire sur votre respirateur. La deuxième va correspondre aux pressions élastiques qui pourront être estimées, on va le voir un peu plus loin, à partir des pressions de plateau.
Enfin, la dernière pression correspondra aux pressions résistives qui pourra être calculée par une simple soustraction. Nous verrons ça un petit peu plus loin. Les pressions élastiques vont pouvoir être déterminées à partir de la mesure de la pression de plateau et de la mesure de la pression téléexpiratoire. La pression de plateau est en fait la somme de deux pressions, P0, donc que vous avez obtenu avec votre pause téléexpiratoire, correspondant à la PEP plus l'autopep du patient, et les pressions élastiques qui, elles, pourront être déterminées tout simplement par une simple soustraction, les pressions élastiques étant les pressions de plateau moins P0. Alors, au-delà du cadre théorique, l'élévation des pressions élastiques a une importance majeure afin de détecter toute dégradation de votre patient. Voici un schéma de courbe de pression lors d'une élévation de plateau. Si l'on reprend les courbes sur le respirateur, la pression de crête va être ici et la pression de plateau va se retrouver ici. L'augmentation de la pression élastique va pouvoir se détecter de manière isolée, élévation isolée des pressions élastiques, va pouvoir se détecter par une montée de la pression de pic tout en conservant l'écart entre la pression de pic et la pression de plateau. Eh bien, ces situations vont être importantes à détecter car elles pourront correspondre à une dégradation de votre malade dans les situations suivantes, une atelectasie, un pneumothorax ou un épanchement pleural. Le calcul des pressions résistives se fait de manière plus simple. Il va correspondre à une atteinte des voies aériennes conductrices de votre patient. Le calcul se fera simplement par une soustraction. Les pressions résistives seront donc les pressions de crête moins les pressions de plateau. Alors concrètement, s'agissant des augmentations de pression résistives, voici une schématisation de vos courbes des pressions lors d'une élévation de ces dernières. Si l'on prend les courbes du respirateur, vous allez donc avoir ici les pressions de crête et ici les pressions de plateau. L'augmentation de la pression résistive isolée va générer une montée de la pique sans montée de la pression de plateau. L'écart entre la pression de crête et la pression de plateau va donc augmenter. Cela va correspondre à ce type de courbe et pourra correspondre à des pathologies suivantes, l'apparition d'un bouchon muqueux, un bronchospasme, une morsure de la sonde ou un circuit coudé. Bref, vous pouvez voir que l'analyse des pressions résistives a une importance majeure pour étudier les causes de la dégradation de votre patient. Un piège classique s'agissant des pressions de crête est l'écrêtage. Au cours d'une insufflation, le respirateur va délivrer une pression pour obtenir votre volume cible. Il ne dépassera jamais la pression de crête maximale que vous lui aurez imposée, même si le volume n'est pas atteint. Ainsi, si vous ne réglez pas ce paramètre, le respirateur peut ne pas délivrer le volume par sécurité pour votre patient. Ceci sera détecté visuellement en observant ce type de courbe et en constatant que la pression de crête atteint son alarme supérieure sans délivrer le volume demandé. Pour régler un problème d'écrêtage, il conviendra donc tout d'abord d'augmenter l'alarme supérieure de la crête. Ceci pourra régler votre problème ou vous permettre de détecter une autre problématique qui n'est pas en rapport avec l'écrêtage. Pour conclure et être le plus pragmatique possible s'agissant de ces deux alarmes, voici quelques propositions concrètes qui seront bien évidemment adaptées au cas par cas. S'agissant de la pression de crête, au premier instant de la mise sous ventilation mécanique de votre patient, réglez cette alarme au maximum pour éviter l'écrêtage. Puis une fois la situation stabilisée, il conviendra de la diminuer, de la fixer à 10 à 20% au-dessus de la pression mesurée à l'état stable afin d'en faire votre premier signal d'alarme. S'agissant de la pression de plateau, le raisonnement est totalement différent. Il faut limiter les dégâts induits par la pression mécanique. La pression plateau est donc à régler à 30 cm d'eau maximum. Toute augmentation de la pression de plateau devra nécessiter une évaluation fine de la balance bénéfice-risque. Sachez que la régulation de la pression de plateau à ce seuil a permis de faire diminuer la mortalité des SDRA de 60% à 30%. Elle est donc capitale pour l'avenir de votre patient. Retenez donc, réglez bien vos alarmes, particulièrement ces deux alarmes-là. Nous allons poursuivre cet exposé avec quelques autres alarmes. La première va être l'alarme de fuite, qui est très intéressante dans le cadre du mode de ventilation non invasive. Dans ce mode ventilatoire, il conviendra de traquer toutes les fuites du système et de les colmater. L'objectif étant d'arriver à 0%, ce qui est rarement le cas, mais vous devrez toujours tendre vers ce chiffre. Elles sont bien évidemment ici à 0, étant donné que le système est clos. Nous sommes toujours sur un mode de ventilation mécanique. La ventilation minute est un autre paramètre qui pourrait être intéressant. Rappelons que la ventilation minute est le produit de la fréquence ventilatoire par le volume que vous allez imposer. La normale étant de 6 à 12 litres par minute au repos. Pour finir cette capsule, je vous propose quelques plaques de synthèse avec des éléments concrets de réflexion qui seront adaptés au cas par cas en fonction de votre patient. La fraction expiratoire d'oxygène sera réglée. Sachez que l'intérêt de cette alarme est principalement de détecter un défaut matériel ou un défaut d'apport d'oxygénation des gaz frais pour votre patient. Il conviendra de la régler pour éviter de vous retrouver avec un patient avec une bouteille vide et une désaturation tout simplement induite par un défaut de matériel.
Le volume de votre patient devra être monitoré avec un réglage de l'alarme de VT, la fréquence ventilatoire également. Le VT devra être fixé une fois le VT cible déterminé. La fréquence ventilatoire pourra être réglée une fois l'état stable obtenu de votre patient. Nous pouvons retenir à titre indicatif 10 à 20% au-dessus en dessous de l'état stable. Une alarme particulièrement importante à régler est la pression de crête. Commencez par la régler au maximum lors de l'instauration de votre ventilation mécanique. Vous la baisserez dans un second temps une fois l'état stable obtenu et fixerez votre alarme qui sera votre première alarme, votre premier signal d'alarme en cas de dégradation de votre patient en la réglant avec un intervalle supérieur et inférieur autour de 10 à 20%. Une alarme clé également à régler qui, elle, ne tolérera pas d'intervalle et la pression de plateau, elle devrait être réglée systématiquement à 30 cm d'eau en médecine d'urgence en phase initiale. Retenez principalement ces alarmes-là, la fraction inspiratoire d'oxygène qui vous permettra de détecter un défaut matériel et surtout la pression de crête et la pression de plateau. S'agissant de la ventilation en pression, et généralement donc en ventilation non invasive, le VT inspiratoire sera très intéressant à monitorer et vous permettra de détecter une sur- ou une sous-assistance de votre patient. Classiquement, elle sera réglée entre 6 et 10 mK maximum de poids théorique. La fréquence ventilatoire sera également un élément important qui vous permettra de détecter une dégradation de votre patient, notamment sur un patient en VNI. Cela pourrait être le signal d'alarme de dégradation qui devra vous pousser à réfléchir à une intubation retrachéale de votre patient et à la mise sous ventilation mécanique invasive. Réglez-la entre 10 et 20% de son état stable. Les fuites seront un autre élément important à traquer. Elles devront être systématiquement comblées, l'objectif étant bien évidemment d'obtenir 0% de fuite. Voici donc la dernière diapo s'agissant des alarmes. Je vous remets un élément qui me semble important. Il me semble nécessaire de vous rappeler que l'usage des aides cognitives est capital pour éviter toute erreur et je me permets avec insistance de vous encourager à les utiliser pour optimiser vos prises en charge et les rendre les plus efficaces possibles auprès de vos malades. Je vous mets également ici les plaques correspondant aux aides cognitives que nous utilisons à Caen. Vous pouvez en disposer, il y en a énormément d'autres, il s'agira de trouver celles qui vous correspondront le mieux et bien sûr en utilisant en priorité celles que vous avez en usage local. Merci beaucoup pour votre attention.